encore des mots pour la dire, plus de complaisance, plus de dupes, sous encore de temps à autre des liqueurs de la fente. Au bout d'un monde et de ses anecdotes et de son esthétisme, les derniers bourgeois raffinés ont disparu depuis longtemps. 2-3 provocateurs traînent encore par là. La banalité est devenue l'originalité absolue. Les gens se posent tous des questions essentielles. Qu'était, quelle dérive, celle des fous? Il n'y en a plus. Ils ont dans leur village de pêcheurs des impressions de derniers carrés. Ils se sentent les derniers sans pouvoir dire de quoi. J'ai écrit ça en 78 et en 79. Véronique en a fait un film de 22 minutes qui est un long travelling pris d'un train entre Domodossola et Milan. Et on entend des voix très contrastées de gens qui ont des accents étrangers. Par exemple, il y a un Roumain, il y a un Tessinois, il y a un Vaudois, il y a moi-même qui suis d'origine belge. J'avais peut-être encore un accent à l'époque. Et donc on entend cette voix off, et c'est un film assez habité. Et donc Véronique, oui, vient de la couture, c'est ce qui est sur la feuille, elle a commencé son parcours professionnel par la couture, ce qui veut dire qu'elle travaillait en fait, quand je l'ai rencontrée, dans la haute couture en Italie, chez un couturier qui s'appelait Tiziani. Elle travaillait 55 heures par semaine, et elle avait fait un apprentissage de couturière. Toutes les jeunes filles qui avaient fait cet apprentissage avec elle étaient déjà mariées et mères de famille. Et elle avait 20 ans. Elle était encore mineure, on ne pouvait pas aller à l'hôtel, parce que la majorité à l'époque c'était 21 ans. Et donc voilà, ensuite elle travaille à Rome, Bruxelles et Abidjan. Elle devient styliste indépendante. Elle entreprend des études de peinture, elle veut faire cinéma à Genève, mais elle n'est pas prise tout de suite pour une question de diplôme. Elle va faire un premier cycle et elle fait peinture et gravure à l'école cantonale d'art de Lausanne, et après elle fait cinéma à l'école supérieure d'art visuel de Genève. Elle est très marquée par une rétrospective de Scrobe et Huillet en 1974. Et entre 1982 et 1989, elle vit et elle travaille à Londres avec un cinéaste pour lequel nous avions une immense estime, qui était un très grand cinéaste expérimental, un ami de jeunesse de Andy Warhol, qui s'appelle Stephen Dovskin et qui enseignait à St. Martin in the Field. Donc Véronique vit avec elle, et le film que vous allez voir ce soir est lié à l'existence de Steve, parce que c'était un projet de Steve en fait au départ, qu'il a abandonné en route et que Véronique a pris au vol. Et Véronique m'a fait un mail à propos de la présentation du premier film qu'elle a présenté ici lors du vernissage, en m'écrivant que sa colonne vertébrale formelle allait de Giotto à Piero della Francesca en passant par Masaccio et Uccello. Et donc j'en profite au passage pour vous rappeler que Giotto était usurier et beaucoup plus riche que la plupart de ses contemporains, qui louaient des métiers à tisser, que le tissien ne travaillait que sur commande, Michel-Ange aussi, que Jacob Ruizdal était chirurgien barbier, et que plutôt qu'avec sa femme, Uccello préférait passer la nuit avec la perspective, que Léonard de Vinci disséquait 30 corps humains, que Rubens était ambassadeur, et que Michel-Ange et Andy Warhol moururent vierges, et que Filippo Lippi, qui témoigne, s'enfuit avec une religieuse. Et la cerise sur le gâteau, magnifique, que Benvenuto Cellini et le Caravage tuèrent plusieurs personnes. Ben, malheureusement, Véronique n'est pas dans ce genre d'artiste, même si sa colonne vertébrale va de Giotto à Piero della Francesca, c'est plutôt un autre genre beaucoup plus contemporain. Piero della Francesca déjeunait à la table d'Isabelle d'Este, qui pour un peintre avait une extrême arrogance et suffisance. Ben alors, évidemment, c'est Michel-Ange qui tutoie les papes et qui invente cette notion de génie qui nous a fait tellement bien. Et donc, j'en profite, j'ai amené un petit livre, c'est tout à fait dans cet esprit d'essayer d'articuler le cinéma, parce qu'on est dans une galerie, et d'articuler le cinéma sur l'exercice des arts plastiques. Pasolini avait fait une très très bonne formation en histoire de l'art. Il avait un des grands, on peut parler d'un des très grands historiens d'art italiens qui s'appelle Roberto Longhi. Et Longhi jouait Sienne contre Florence, enfin c'était vraiment quelque chose. Et on a ici un petit livre qui s'appelle, de Pasolini, qui s'appelle Écrit sur la peinture, dans lequel il parle de Longhi justement. Bon, je ne vais peut-être pas vous lire ça, c'est un peu long, mais donc c'est aussi vivement recommandé.
Par contre, pour le film que nous allons voir, il y a une ouverture qu'on ne sent pas dans le film. Le film a un peu... parle un peu considère comme acquis que les gens vont savoir de qui on parle et de quoi on parle en voyant le film, ce qui est loin d'être le cas pour la majorité d'entre nous. Moi-même, j'ai toujours beaucoup de peine à lire de la poésie étrangère traduite. Je ne suis pas un familier de HD. Et même Ezra Pound, c'est quand même difficile d'accès, j'imagine aussi dans la langue originale. Hein, ce n'est pas des choses qui nous sont si familières que ça. Et j'ai eu la chance, je fais une émission de radio, de faire une émission sur McAlmont. Robert McAlmont, et il occupe une place centrale, enfin c'est un des pivots de cette histoire. C'est assez amusant si on parle de le groupe d'écrivains américains et anglais et irlandais qui étaient à Paris entre 1920 et 1930. Alors, au centre de cette villa que nous allons voir, il y a une poétesse nommée Briar, et McAlmont épouse le 14 février 1921 une poétesse nommée Briar, rencontrée à New York 6 mois plus tôt par l'intermédiaire de William Carlos Williams et de Hilda Doodleton. William avait connu Hilda à l'université de Pennsylvanie, où il avait fait ses études de médecine 20 ans auparavant. Hilda était la fille d'un professeur d'astronomie, grande, blonde, des yeux très clairs. Elle se démarquait des autres étudiants par son irrévérence et son impétuosité. Inscrit dans la même université, Ezra Pound était tombé sur le charme de l'adolescente à une soirée de Halloween où il était déguisé en prince tunisien. Pound et Hilda eurent une relation passionnée, mal acceptée par le père de Hilda qui accusa Pound de se conduire avec sa fille en satyre, alors qu'elle était une dryade, une jeune vierge, une créature fragile. Pound était d'accord. Hilda serait toujours pour lui celle qui danse comme une phalène rose sur le buisson. Les fiançailles brisées, Pound partit pour l'Europe. Ils se retrouvèrent à Londres quelques années plus tard pour jeter les bases de l'imagisme avec Richard Addington. Hilda, vibrante incarnation du mouvement poétique, adopta son nom de plume le jour où Pound, corrigeant un manuscrit d'elle, ajouta en bas de page HD imagiste. Mais ce nouveau modus vivendi reposait sur un dialogue ininterrompu à propos de la création et sur l'envoi de leurs écrits respectifs n'effacerait pas les sentiments des anciens amants. Tout au long de leurs existences, ils avanceraient toujours au bord du désir. Bon, c'est une attache et presse de Gallimard qui a écrit c'est pour le style. En 1958, Hilda interrogeait encore « Monsieur Pound, avec votre magie, vos charmes étranges d'ancienne déité, pourquoi n'avez-vous pas achevé la métamorphose ?» Pound avait anticipé les regrets en écrivant ces vers dès le début des années 1910. « Enfants de l'herbe, les années passent au-dessus de nous, que jamais nous ne ressentions rien qui ressemble au chagrin. » Finalement, Hilda se maria avec Addington en 1913, puis ce fut la guerre qui balaya tout. L'insouciance, la confiance en un avenir radieux, la recherche d'une esthétique qui semblait devenue si dérisoire. Les repères volèrent en éclats. La petite Perdita naquit d'une liaison avec le compositeur Cecil Gray. On parla aussi d'un amour platonique avec D.H. Lawrence. Vous voyez, on est vraiment, ce film, il devait y avoir une masse de gens pour voir des choses comme ça. C'est quand même l'invention à un homme qui parle merveilleusement bien de la sexualité féminine. Puis Hilda rencontra Briar, britannique, écrivain et lesbienne. À ses côtés, elle reprit pied. Les parents de Briar l'avaient autorisée à faire un voyage aux États-Unis avec Hilda, sans se douter de la nature de leur relation. Les jeunes femmes avaient prévu de s'installer à Los Angeles, un espace de liberté où tout leur serait possible, y compris porter des pantalons et s'afficher ensemble au soleil. C'est lors de leur escale à New York que William reçut un message de Hilda, l'invitant, donc William McAlmont, l'invitant à venir prendre le thé à l'hôtel Belmont. Il proposa à McAlmont de se joindre Il proposa à McAlmont de se joindre à eux. Durant toute l'après-midi, Robert ne quitta pas des yeux la petite Anglaise qui accompagnait Hilda. Quand on pense aux beautés qui régnaient sur Greenwich Village, un mystère entoure l'attirance singulière de McAlmont vers cette femme qu'Adrienne Monnier décrivit comme la personne la plus parfaitement discrète qui existe. Mince, yeux d'un bleu céleste,
vêtement neutre à l'extrême. Est-ce que McAlmon devinait en elle son intelligence et son esprit, sa façon poétique de percevoir le monde sensible? Il y avait entre eux certaines évidences. Tout d'abord, ce nomadisme insatiable qui ferait constater à Breyer dans un de ses livres « Pourquoi suis-je né avec un désir pour l'aventure au lieu d'un cœur? Je n'ai jamais pu rester durablement dans un endroit. » Elle partageait avec McAlmon un dédain pour les normes établies, dans l'écriture comme dans l'amour. Elle lui avait donné un exemplaire de son premier roman. Il le lut dans la nuit même et fut touché. La rencontre se prolongeait à travers les mots. Les voyageuses devaient se rentrer en Californie dès le lendemain. Breyer et McAlmon entamèrent une correspondance. Le jeune homme s'enfermait des heures entières pour écrire de longues lettres avec cette écriture qui avale les pages qu'on reconnaîtra entre toutes. Bon, etc. Donc il va l'épouser et le père de Breyer, qui est un très riche, qui est le propriétaire des chemins de fer anglais, c'est un truc de ce niveau-là, verse une bourse conséquente et Breyer ne vit pas avec McAlmon, ils vivent dans des endroits distincts, mais lui envoie tous les mois une certaine somme d'argent. Et de cet argent, McAlmon détourne tous les mois $100 pour les donner à James Joyce qui tapait de tout ce qu'il pouvait de tous les côtés. Et c'est donc pour écrire Ulysse. Et quand j'ai lu ce livre, il y a une page qui m'a fait pleurer. Je vais vous la lire, j'espère que je ne vais pas éclater en sanglots, parce que c'est vraiment très émouvant, vous êtes prévenus. Donc, c'est lié au 4 février. Et c'est le jour d'anniversaire de Joyce. Sylvia Beach n'avait aucun esprit critique lorsqu'il s'agissait des caprices de son grand homme. Elle implora Darentière, Darentière est éditeur et imprimeur à Lyon, et la jeune femme qui a écrit le livre, elle aussi est lyonnaise. Elle implora Darentière de tout faire pour tenir ce délai irréaliste. Donc, dans un télégramme, Darentière assura « Aurait premier exemplaire Ulysse samedi 4 février ». Or, le 4, c'était toujours trop tard pour Joyce, qui exigeait que le livre soit entre ses mains le 2. Sylvia Beach téléphona donc une nouvelle fois à Darentière. Pendant ce temps, Joyce, qui ne se doutait de rien, demanda d'ultime correction le 30 janvier. Donc, vous savez tous qu'il a réécrit la moitié du volume sur le tapuscrit, sur le... je ne sais plus comment on appelle ça, sur les épreuves. Il a réécrit quasiment la moitié du livre sur les épreuves d'imprimerie. Pendant ce temps, Joyce, qui ne se doutait de rien, demanda d'ultime correction le 30 janvier. Darentière les intégra aussitôt reçus. Il n'avait pas voulu faire de promesses à Sylvia, mais il réussit l'impensable et lui envoya ce télégramme historique le 1er février. Allez à la rencontre de l'Express de Dijon à 7 h demain matin. Le conducteur aura 2 exemplaires d'Ulysse pour vous. Maurice Darentière avait enveloppé les livres dans du papier de soie doré. On aurait dit 2 gros lingots. Ah, c'est trop bien. Puis il les empaqueta avec un papier. Non, je ne peux pas, c'est trop bien. Puis il les empaqueta avec un papier craft épais et annonça qu'il allait à la gare. Il est 4 h du matin, il neige. On est à Dijon. C'est un endroit où il n'y a personne dehors. Il est bref. Toute l'imprimerie le suivit sur le pas de la porte. Il neigeait. La pénombre était déjà bien ancrée dans la ville. Les ouvriers étaient à la fois éreintés et excités. Ils venaient sans doute de réaliser le travail le plus important de leur carrière. Certains proposèrent au patron de l'accompagner. À cette heure-ci, le quartier n'était pas très sûr. Darentière refusa en haussant les épaules. Qu'aurait-on pu lui voler? Des centaines de pages d'un anglais illisible? Non, il ne craignait rien. Puis il fallait qu'il marche pour évacuer toute cette tension. Il avait besoin d'être seul. Lors d'une de ses visites à Dijon, McAlmon sourirait en entendant Darentière lui raconter son cheminement dans la neige en ce début de soirée. Après avoir franchi l'arc de triomphe de la place d'Arcy, le maître imprimeur avait dévalé la pente en courant. Un instant seulement, ses soucis s'étaient envolés. Passé la lourde porte de la gare, Darentière reçut en plein visage la vie de cette ville qu'il venait de traverser silencieuse. Le bruit si familier de la vapeur, les cris et les lumières le ramenèrent à la réalité. Il n'eut pas de mal à repérer celui qu'il cherchait de dos, fumant tranquillement auprès de sa locomotive. Il posa une main sur son épaule, un regard suffit. L'homme promit de prendre soin du paquet comme de la prunelle de ses yeux et refusa le billet tendu avec un air offensé. Darentière resta sur le quai jusqu'à ce que le train quitte la gare. Il soupira. Voilà, c'était fait. Il aurait voulu porter lui-même les livres à Sylvia Beach et à Joyce.
grimpé dans le train express qui foncerait dans l'immense nuit d'hiver. Il leur avait dit qu'il devait rester car les presses tournaient à plein régime. 1000 exemplaires avaient encore besoin de lui. Mais une autre raison l'attachait à Dijon. Quelque part dans la cité endormie, son père était en train de mourir. Personne à Paris ne saurait jamais que cette aube de février qui allait se lever sur le triomphe de Joss se doublerait pour Dorothea de chagrin. Bon film.